Bonjour, bonsoir. Et mon content, ensemble avec nous. Nous sommes capables de continuer avec le cours de biologie générale, notamment et la partie qui concerne la génétique. Et on était arrivé à la deuxième loi de Mendel. Et maintenant, nous allons poursuivre avec la troisième loi et, et continuer et avec un nouveau chapitre. Donc, dans cette vidéo, donc la première partie concernera les lois de Mendel et une deuxième partie qui portera sur l'évolution. Donc, c'est ce que je me propose de voir avec vous dans le cadre de ce cours. Et déjà, je vous souhaite bon visionnage. Alors, la troisième loi de Mendel, et qui est la loi de l'assortiment indépendant des caractères. Maintenant, et ce qu'il faut dire en introduction, c'est que jusqu'à présent, et en ce qui a trait à la première loi, deuxième loi, nous avons étudié la transmission d'un seul caractère, et par exemple la couleur d'une fleur. Et dans ce cas, on parle de monohybridisme. Maintenant, il faut savoir que Mendel a également étudié deux caractères en même temps. Donc, on parle pour cela de dihybridisme. Et par exemple, comme il travaillait sur, il s'était intéressé au poids. Donc là, on peut associer à la couleur et une autre caractéristique. Donc la couleur des graines, par exemple, peut être jaune ou verte. Donc ça, c'est un premier caractère. Deuxième caractère, c'est la forme des graines. Donc la graine peut être ronde ou ridée. Donc vous allez avoir des associations comme jaune ronde ou bien jaune ridée, verte ronde ou encore verte ridée. Donc, deux caractères dits hybridistes. Et donc, Mendel a croisé deux lignées pures, donc qui différaient par deux caractères. Et à la génération F1, la première génération, donc tous les descendants présentaient les caractères dominants. Tous les descendants présentaient des caractères dominants. Ils produisaient des graines jaunes et rondes. Des graines jaunes et rondes, cela sous-entend que donc jaune est un allèle dominant, ronde aussi est un allèle dominant. Donc c'est un caractère dominant. OK? Maintenant, lorsque la génération F1, les descendants et de la génération F1 mais sont croisés entre eux ou bien il y a autofécondation. Vous avez maintenant, on prend des membres de la génération F1 et on les croise. Donc, ce qui donne la génération F2. Donc, on voit apparaître donc d'autres combinaisons. OK, on voit apparaître d'autres combinaisons. On voit apparaître d'autres combinaisons telles que graines jaunes et rondes. OK, ici. Donc, voilà. Donc, tous ces individus sont jaunes et rondes. Il y a aussi jaune et ridé.
Donc là, il y a un, deux, trois. Donc, trois individus jaunes et ridés. Il y a vert, graine verte et ronde. Et puis, il y a un individu qui renferme des allèles, des caractères récessifs. Pour les deux caractères, les allèles sont récessifs. Pour les deux caractères, les allèles sont récessifs. Et par conséquent, donc, c'est couleur verte. La couleur verte est récessive. Et puis, la forme ridée est aussi récessive. Donc, ici, pour cet individu, donc, on a deux caractères. Pour les deux caractères, donc c'est récessif. Alors, ici, ce sont les parents. Si on regarde bien l'échiquier de Punnett, ce sont les parents. Donc, vous avez parents jaunes qui possèdent des caractères, des allèles. Pour les deux caractères, les allèles sont récessifs. Donc, Y, c'est pour la couleur. OK, R, c'est pour la forme. Donc, grand Y, grand Y. Et puis, vous avez et, grand R, grand R. Donc, individu ça. Donc, l'on croisé avec l'autre individu qui gagne et la couleur verte. Donc, T, Y, et puis T, R pour aider. Donc, on va gagner et tout individu en F1, donc qui ou même, donc, Abaou et qui jaune et puis Ewan. OK, voilà. Maintenant, lorsque on prend un individu, deux individus de la première génération, deux individus de la première génération, qu'on a là croisé ensemble, donc vous allez retrouver donc les caractères en F2, vous allez retrouver les caractères qui étaient perdus en F1. OK? À la génération P, donc vous avez couleur verte et poiridée en F1. Donc, couleur verte poiridée te disparaît parce que les allèles petit y, petit r étaient dissimulés, éclipsés par les allèles grand Y et grand R. Maintenant, lorsqu'on croise des individus F1 entre eux, il va y avoir réapparition des, de la couleur verte et aussi de la forme ridée. Maintenant, lorsque vous prenez un individu et grand Y, petit Y, grand R, petit R, et un individu de la génération F1, donc qui est diploïde, donc faut que nous connaissons qui en fait est gamète qu'il est capable de qui gamète qu'il est capable de donc c'est un individu et qui qui diploïde, donc faut que nous connaissons qui gamète qu'il est capable de donc là les gamètes c'est grand Y et grand R, petit Y grand R, grand Y petit R, OK? Voilà, donc là, c'est comme quoi grand Y, OK? Donc, il est associé avec grand R, et puis grand Y, donc, associé avec petit R. Donc, maintenant, lorsqu'on détermine les gamètes, donc à ce moment, on peut faire le croisement dans l'échiquier de Punnett. Donc, comme je viens de le dire, c'est qu'à la génération F2, donc il y a apparition
et des caractères qui étaient perdus en F1. Donc, certaines de ces combinaisons ressemblent aux parents. OK? Donc, et tandis que d'autres constituent de nouvelles associations de caractères. Et là, comme nouvelle association de caractères, qu'est-ce qu'on a? On a trois individus qui ne ressemblent pas aux parents, vert, ronde, vers trois individus et vers, je dirais, trois graines vertes et puis et rondes. Donc, on n'avait pas ça et on n'avait pas ça au niveau des parents. On a aussi jaune ridé. Donc, on n'avait pas ça au niveau des parents. Donc, au niveau des parents, si on prend les parents F1, on avait seulement jaune ronde. Et si on remonte jusqu'aux grands-parents, donc on avait jaune ronde et puis vert, graine verte ridée. Donc, il y a non seulement à la génération F2 là, et des caractères qui ressemblent aux parents, mais il y a d'autres combinaisons, il y a d'autres caractères, de nouvelles associations de caractères, donc qui n'avaient pas été présents dans la génération F1 et la génération parent. Donc maintenant, Mendel en a conclu que en fait, la transmission des caractères pouvait être indépendante de la transmission de notre caractère. Donc, il n'y a aucune association ou du moins aucun lien, ok, dans la transmission des caractères, même si vous avez deux allèles et présents sur deux paires de donc une paire de chromosomes. Donc, il y a, et ces allèles vont être distribués, OK? Ces allèles vont être distribués de façon aléatoire, donc ce qui va être à l'origine de diversité génétique. Donc, autrement dit, le fait qu'un gamète reçoive l'allèle responsable de la couleur jaune, donc ne détermine pas nécessairement l'allèle qu'il recevra pour la forme et ronde ou idée. OK? Donc, et c'est l'aspect aléatoire de la combinaison qu'on met ici en évidence, c'est l'aspect aléatoire qu'on met. Donc, la séparation n'est pas prédéterminée. OK? Donc, cette loi est valable dans sa formulation classique et je dirais lorsque les gènes étudiés sont indépendants. OK? Donc, mais notamment lorsqu'ils se trouvent sur des chromosomes différents ou suffisamment éloignés sur un autre chromosome. OK? Donc, nous poursuivons. Donc là, et maintenant, lorsque les parents diffèrent par plusieurs caractères, donc en termes de conclusion, chaque caractère peut être transmis indépendamment des autres. OK? Donc là, vous pouvez prendre des exemples. On a supposé que nous avons étudié deux gènes. Donc, nous avons, pour le premier gène, nous avons les allèles grand A, petit a. En deuxième gène, grand B et petit b. Donc, maintenant, si on considère un individu double hétérozygote, donc la possède des génotypes grand A, petit a, grand B, petit b. OK? Donc, c'est un individu diploïde. Donc, et il va produire, cet individu va produire des gamètes haploïdes. OK? Donc là, nous parlons, par exemple, lors de la formation des gamètes, grand A va se séparer de petit a.
C'est pas le fait que le couple de gènes ou bien les allèles portés par la même paire de chromosomes, le fait qu'ils sont ensemble, qui fait que il a toujours été ensemble, non. Donc, il a toujours été ensemble, ce qui fait que pour cet individu hétérozygote grand A, petit a, grand B, petit B, donc on pourra le gagner, par exemple, grand A avec grand B qui pourra le constituer qui c'est allèle yon gamète, on pourra le gagner grand A et petit b qui c'est allèle en l'autre gamète. Ensuite, on pourra le gagner petit a et, et grand B et petit a, petit b. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que chacun des gamètes est théoriquement produit dans une proportion de 27%. Donc chacun des gamètes est produit théoriquement dans une proportion de 27%. Donc maintenant, le choix de l'allèle A au au petit a, grand A, le choix de l'allèle grand A au petit a n'a aucune influence, n'influence pas le choix de l'allèle B au grand B au petit b. Donc, c'est, cela veut dire quoi? Donc, l'allèle de gamète reçoit pour un gène, l'allèle qu'un gamète reçoit pour un gène, donc n'influence pas l'allèle reçu pour un autre gène. Donc, il n'y a aucune influence dans la combinaison des allèles. Donc, cette loi s'explique par l'orientation aléatoire. Je l'avais dit que c'est le caractère aléatoire qu'on cherche à mettre en évidence. Mendel a cherché à mettre en évidence au niveau de la troisième loi qui c'est l'assortiment des caractères indépendants. Donc maintenant, si on fait l'analyse des, du résultat de ce croisement d'hybride, donc on peut constater qu'on a 9 individus présentant les deux caractères dominants. Ok, les deux caractères dominants, c'est jaune et ronde. On a 3 individus qui représentent le premier caractère dominant et le second récessif. Donc, premier caractère dominant et premier caractère dominant, on capable de c'est ronde. OK? Donc là, on a les trois graines vertes. OK, 3 graines vertes. Donc, c'est premier caractère dominant ronde et puis premier caractère récessif et vert. Il y a 3 autres qui présentent et premier caractère récessif, OK, ridé, OK, et un caractère dominant. Le second caractère, et le premier caractère ici, le premier caractère Y, grand Y, grand Y, petit R, OK, donc un caractère récessif et un caractère dominant. Et puis, il y a un seul individu donc, qui est présenté les deux caractères récessifs. Donc, dans le rapport phénotypique et, pour ce croisement, c'est 9-3-3-1. 9-3-3-1. Donc, c'est le rapport phénotypique pour cet individu. Donc, 9 graines jaunes et rondes, 3 graines jaunes et ridées, 3 graines vertes et rondes, une graine verte et ridée. Donc, ce rapport, en fait, apparaît, il faut dire que lorsque plusieurs conditions sont respectées, lorsque plusieurs conditions sont respectées, par exemple, la dominance complète, absence d'interaction particulière entre les gènes,
et il y a les gènes indépendants, et production et fécondation aléatoire des gamètes, et aussi nombre suffisamment élevé de descendants. Donc, alors, en termes de déduction, donc à partir des expériences de ces expériences, donc Mendel en fait a pu tirer plusieurs conclusions importantes. Premièrement, il faut dire que les variations des caractères héréditaires s'expliquent par les différentes formes que peuvent prendre les gènes. OK? Donc, et aujourd'hui, nous appelons ces différentes formes allèles, des allèles. OK? Maintenant, et par exemple, un même gène peut intervenir dans la couleur des yeux, mais exister sous un allèle dominant, une fleur violette, et un autre dominant, une fleur blanche. Deuxièmement, et pour chaque caractère, un organisme hérite de deux allèles, l'un venant de la mère, l'autre du père, et allèle ça donc porté par une paire de chromosomes homologues. Donc, chez les organismes diploïdes, donc les chromosomes existent par paire, et chaque chromosome, un chromosome de chaque paire est d'origine maternelle et l'autre d'origine paternelle. Donc, ça, c'est bien que nous connaissons bien. Et puis, troisièmement, lorsque deux allèles sont différents, l'un peut être récessif, l'autre dominant. Donc, l'allèle dominant s'exprime chez l'hétérozygote, tandis que l'allèle récessif n'est visible dans le phénotype que lorsqu'il est présent en deux exemplaires, donc à l'état homozygote récessif. Sinon, c'est l'allèle dominant qui s'exprime. Donc, il faut toutefois comprendre que dominant ne signifie pas meilleur, plus fort, plus fréquent ou plus avantageux. Donc, la dominance décrit seulement une relation d'expression entre deux allèles chez un individu hétérozygote. Voilà. Et puis, quatrièmement, les deux allèles d'un gène se séparent pendant la forme des gamètes, la formation des gamètes, ça c'est extrêmement important, pendant la formation des gamètes, c'est ça qui fait la méiose, et méiose 1, méiose 2, donc c'est une division, un mode de division qui est à la base de ce qu'on appelle la diversité génétique. La diversité génétique, c'est justement parce que lors de la formation des gamètes, il y a brassage chromosomique, il y a échange de matériel de chromosomes, ce qui fait que les chromosomes ou encore les allèles des enfants seront différents des parents. Et aussi, il y a une séparation aléatoire des chromosomes, des chromatides sœurs au niveau, lors de la méiose équationnelle. Donc, il y a deux phénomènes, notamment, qui sont responsables de la variabilité génétique au niveau des générations, au niveau des êtres vivants. Au niveau des êtres vivants. Donc maintenant, et quatrièmement, les deux allèles d'un gène se séparent pendant la formation des gamètes et chaque gamète ne reçoit qu'un seul allèle de chaque paire. Donc, lors de la fécondation, deux gamètes fusionnent et rétablissent la présence de deux allèles chez le descendant. Donc maintenant, ces quatre déductions
constitue ce qu'on appelle la base du raisonnement mendélien. Ces quatre, euh, ces quatre donc constituent quatre raisonnements, quatre déductions constituent ce qu'on appelle la base du raisonnement mendélien. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, laisse, je vous donne le soin de travailler ces exercices. Alors, est-ce que pas déjà résoudre? Pourquoi ça? Bon, voilà. C'est des exercices qui sont résolus. Donc, je vous conseille de retravailler ces exercices parce qu'il est fort probable que vous ayez à l'examen de tel modèle d'exercice. OK? Donc, on s'arrête ici avec cette présentation. Donc, on va poursuivre avec une autre présentation.
Ok, nous allons poursuivre avec une introduction à l'écologie. On va voir quelques notions en rapport avec l'écologie et le chapitre mécanisme d'évolution, c'est le dernier qu'on verra. Et on va parler de l'environnement, des interactions entre les êtres vivants et avec l'environnement. On va parler des facteurs biotiques, des facteurs abiotiques et à travers ce cours. Donc, lorsqu'on entend le mot écologie, et on pense souvent immédiatement à la protection de l'environnement et à la pollution, au changement climatique ou encore à la conservation de l'espèce. Mais ce qu'il faut dire, c'est que scientifiquement, l'écologie est beaucoup plus large. OK? Et surtout aujourd'hui avec et, le réchauffement climatique. Donc, on entend souvent et dans les médias et des prises de position et politiques, mais il faut dire que l'écologie est beaucoup plus et, large que la protection de l'environnement, la pollution, etc. Donc, c'est ce qu'il faut dire, c'est avant tout une branche de la biologie, écologie. Donc, c'est une branche de la biologie qui cherche à comprendre comment les êtres vivants évoluent, fonctionnent dans l'environnement et comment ils interagissent les uns avec les autres. Donc, interaction entre êtres vivants et interaction entre les êtres vivants et les facteurs abiotiques tels que la lumière et le sol, tels que l'eau. Donc, ce sont des facteurs abiotiques. L'air, ce sont des facteurs abiotiques. Donc, l'écologie cherche à comprendre, OK? Donc, le fonctionnement, la relation des êtres vivants entre eux et aussi avec l'environnement. Alors, je voudrais attirer votre attention sur cette image, l'image du globe terrestre, donc portée par des mains. Donc, cela permet de rappeler que les organismes vivants ne sont jamais isolés. OK? Et il y a une indépendance indissoluble entre les êtres vivants et il y a non seulement entre les êtres vivants, mais entre eux aussi avec l'environnement. Donc, et vous êtes, vous conviendrez avec moi que euh, la déforestation a un impact sur les êtres vivants. OK, notamment sur les oiseaux et surtout les êtres vivants. OK, surtout les êtres vivants. Et premier être vivant qui est victime, c'est les plantes, OK, qui sont coupées et utilisées à des fins commerciales, etc. Donc maintenant, chaque être vivant dépend d'un environnement physique. Chaque être vivant, c'est assez important de le mémoriser. Chaque être vivant dépend d'un environnement physique, mais également de nombreux autres organismes. Chaque être vivant dépend d'un environnement physique et de nombreux autres organismes. Maintenant, la question que vous pourriez vous poser dès le départ, c'est est-ce qu'une plante peut-elle vivre indépendamment de son environnement? OK? Donc, si on prend l'exemple d'une plante, elle a besoin, la plante, elle a besoin de support. Ce support peut être le sol ou bien l'eau. OK?
et elle dépend de la lumière, de l'eau, du sol, des minéraux, de la température. OK? Mais aussi, et elle dépend des pollinisateurs. OK? Des micro-organismes du sol, des herbivores. Donc, ouais, donc une plante donc, et ne peut pas vivre indépendamment de son environnement. Et cela est vrai pour tous les êtres vivants. Donc maintenant, c'est cette relation que l'écologie cherche à comprendre. Donc la relation entre un être vivant ou la relation entre et un groupe d'êtres vivants, une communauté, ok, avec d'autres communautés, une communauté avec son environnement. Donc maintenant, diapositive ça définit l'écologie comme la science qui étudie les relations entre les organismes ainsi que les relations entre les organismes et leur milieu. Donc on en a déjà parlé, on en a déjà parlé. Donc maintenant, il y a lieu de d'insister sur deux grands types de relations. OK? Donc, la première relation, c'est la relation entre les êtres vivants. Donc, vous voyez, espèce. OK? Espèce. Donc, par exemple, un lion et une gazelle peuvent être liés par une relation prédateur-proie. Et certainement, vous avez l'habitude de voir des documentaires sur YouTube ou à la télé. Donc, vous savez bien que les gazelles, ce sont des proies pour des lions. OK? Donc, deux arbres peuvent entrer en compétition pour la lumière. Une abeille et une fleur peuvent entretenir une relation mutuellement bénéfique. OK? Nectar et puis pollen. Il y a aussi, en fait, ces interactions entre les êtres vivants, on les qualifie d'interactions biotiques, bio-vie. OK? J'avais au début parlé de facteurs biotiques et de facteurs abiotiques. OK? Donc, les interactions entre les êtres vivants, ce sont des interactions biotiques, OK? Et les interactions, OK, entre les êtres vivants et il peut exister des interactions aussi et entre les êtres vivants et les éléments non vivants de l'environnement, tels que la température, l'eau, lumière, humidité. Eh bien, ce sont les relations avec les facteurs abiotiques. Donc, interaction biotique, être vivant, relation avec les facteurs abiotiques. Les facteurs abiotiques, ici, c'est température, c'est eau, ça et lumière, humidité, pH, salinité, etc. Maintenant, schéma, ça, spécifiquement, les montrer deux autres distinctions importantes. La relation entre espèces interspécifiques, OK, la relation interspécifique, donc à l'intérieur d'une espèce, quand je parle d'une espèce, il ne s'agit pas d'un individu. OK, une espèce, par exemple, l'espèce humaine, voilà, l'espèce humaine, OK, maintenant, il peut y avoir des relations à l'intérieur, OK, et de l'espèce. Donc, relation intraspécifique, relation intraspécifique entre individus appartenant à la même espèce. Donc, espèce, c'est des êtres vivants c'est des êtres vivants qui se ressemblent et interférent.
Ok, yo semblé et yo capable de croiser pour bailler naissance à des descendants. C'est comme ça on définit une espèce. Et puis, il peut y avoir aussi relations interspécifiques. Donc, des relations entre individus appartenant à des espèces différentes. Par exemple, la relation entre lion et gazelle, ok, entre lion et gazelle, donc vous êtes d'accord avec moi, c'est deux espèces différentes. Donc là, il s'agit d'une relation interspécifique. Ok? Maintenant, si vous prenez par exemple deux cerfs et, ou encore deux lions qui se battent pour l'accès aux femelles, deux lions qui se battent pour l'accès aux femelles, donc là, c'est relation intraspécifique. Si vous avez des lions et des éléphants qui se battent pour un point d'eau. Donc, il s'agit de relations interspécifiques. Un chat qui capture une souris, donc là, il s'agit de relations ou encore interactions interspécifiques. Parce que le chat n'appartient pas à la même famille, à la même espèce que la souris. OK? Donc, l'écologie étudie donc qui vit avec qui, dans quelles conditions, avec quelles ressources et avec quelles conséquences. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc l'écologie étudie donc qui vit avec qui, dans quelles conditions, avec quelles ressources et avec quelles conséquences. Maintenant, parlons de l'historique du terme, notamment du terme écologie. Donc, il faut dire que ce terme a été proposé en 1866 par Ernst Haeckel, donc un biologiste allemand. Maintenant, le mot vient du grec oikos, qui signifie maison, demeure ou habitat. OK? Donc, on retrouve cette racine dans deux mots. OK? On retrouve cette racine dans deux mots et que vous connaissez très bien, c'est écologie. Écologie, qui c'est étude de la maison, et puis économie, gestion de la maison. OK? Gestion. Gestion de la maison. Donc, maintenant, alors ce qu'il faut dire ici, c'est que la maison on met la demeure dont on fait référence ici, c'est l'environnement dans lequel vivent les organismes. OK? Donc maintenant, et qu'elle envisage l'écologie comme l'étude des rapports des organismes avec leur environnement et avec les autres organismes, ce qui n'est pas trop différent de la définition qu'on avait précédemment. Bon, maintenant, et en termes d'histoire, il faut dire que l'idée écologique existait bien avant le 19e siècle. Okay? Il est vrai que le mot écologie a été inventé au 19e siècle, mais en fait, l'idée écologique existait bien avant le 19e siècle, parce que déjà, les anciens observaient les relations entre les saisons, les plantes, les animaux, les conditions environnementales. Maintenant, au 19e siècle, donc, ces observations deviennent progressivement donc, une discipline scientifique et structurée. OK? Donc maintenant, on peut dire que l'écologie passe d'une réflexion sur la nature à une science moderne. OK? D'une réflexion sur la nature à une science moderne, puis devient au 20e et 21e siècle donc une discipline essentielle donc face aux problèmes environnementaux. Donc maintenant, aujourd'hui,
l'environnement intervient dans l'étude de la déforestation, de la pollution, des changements climatiques, la biodiversité, la gestion des ressources humaines, des ressources naturelles et la conservation des espèces. OK? Donc maintenant, comme on l'avait dit au début, l'écologie est une discipline biologique. C'est une branche de la biologie qui s'intéresse et à la relation, à l'étude de la relation entre les êtres vivants et entre eux et les êtres vivants avec leur environnement. Donc, elle étudie les conditions d'existence des êtres vivants et toutes les interactions qu'ils entretiennent entre eux et avec leur milieu. Alors, l'expression est importante ici, c'est conditions d'existence. Donc, c'est extrêmement important d'insister là-dessus. Il faut dire qu'une espèce ne peut pas vivre n'importe où. OK? Donc, une espèce ne peut pas vivre n'importe où. Donc, il faut que le milieu soit adapté. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a des changements dans l'environnement, il y a certaines espèces qui sont obligées de migrer. OK? Donc, la migration, justement, c'est le fait que les espèces ne peuvent pas vivre dans n'importe quelle condition. OK? Et dernier documentaire moins gardé sur Sanadzela, c'est des lions. Je ne me rappelle pas encore dans quelle zone, si c'est en Afrique. Des lions qui, chaque année, c'est des éléphants, je dirais, des éléphants qui chaque année à parcourir des dizaines, centaines de kilomètres justement à la recherche de points d'eau. Donc, c'est un aller-retour. Donc, chaque fois qu'il y a une saison, et bien, il y a sécheresse son côté et puis il y a abondance de l'autre côté. Donc, il a fait aller-retour à chercher côté qui est de l'autre côté qui est mangé. OK? Maintenant, et un poisson marin, il est adapté à certaines concentrations de sel, par exemple, certaines températures, certaines concentrations d'oxygène. Donc, si les conditions ne sont pas respectées, sortent des limites physiologiques, donc il ne peut plus maintenir ses fonctions vitales. Et c'est aussi valable pour nous. Donc, nos cellules vivent dans des conditions. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, maintenant, lorsque les conditions ne sont pas respectées, donc là, au niveau des cellules, il peut y avoir des équilibres, et des équilibres, ça, c'est pas rétabli, ou pas le gagner une maladie. Mais dans le cas des êtres vivants, eux-mêmes, ils n'ont pas prêté grand goût, ils n'ont pas prêté mourir soif, il y a migré, déplacé au péril de leur vie à la recherche de l'eau. OK? Donc maintenant, l'écologie cherche également à comprendre comment plusieurs espèces peuvent coexister. OK? Donc ça, c'est également un objet d'étude de l'écologie. Donc pourquoi deux espèces présentes dans un même environnement ne s'éliminent-elles pas nécessairement? OK? Et parce qu'elles peuvent exploiter les ressources différemment. Par exemple, dans une forêt, deux espèces d'oiseaux peuvent consommer des insectes, mais pas au même endroit. Donc, l'une chasse dans la canopée, c'est-à-dire au sommet des végétaux, et l'autre près du sol. Donc là, il n'y aura pas de compétition. Donc, il y a une partage des ressources, donc ce qui facilite la cohabitation. Donc, les ressources disponibles, c'est espace, temps, énergie et différents paramètres environnementaux. Donc, tout bagage ça, il fait objet de compétition, il fait objet de conflit entre les animaux. Donc, chaque espèce ou bien groupe, communauté a cherché et délimiter territoire par eux, OK?
Donc, il va y avoir compétition pour le territoire, pour les aliments, pour l'eau, etc. Pour également les femelles, tout ça. Bon, maintenant, c'est pourquoi on doit considérer que l'écologie, c'est une science pluridisciplinaire, ok? Donc, qui a rapport avec d'autres sciences et les sciences, les disciplines qui sont associées à l'écologie. Donc, on peut voir la physiologie, effectivement, puisqu'on parle d'êtres vivants, la génétique, parce que l'environnement peut aussi influencer et l'apparition des caractères et comportements, évolution. Maintenant, la physiologie permet de comprendre comment l'organisme répond à son environnement. OK? Par exemple, comment un cactus limite ses pertes d'eau. Le cactus, c'est une plante grasse et qui s'adapte très bien à la sécheresse. OK? La génétique permet de comprendre la variabilité entre les individus et les populations. Et certaines, par exemple, variantes génétiques peuvent donner une meilleure tolérance à la chaleur, au froid ou une maladie. Le comportement explique comment les animaux adaptent leur activité à leur environnement, par exemple, migration, territorialité, la recherche alimentaire, la reproduction. Et puis, il y a l'évolution qui permet de comprendre pourquoi certaines caractéristiques écologiques apparaissent et se maintiennent au cours des générations. OK? Et on peut ajouter aussi la climatologie, l'hydrologie, l'océanographie, chimie, géologie, etc. OK? On ne peut pas comprendre un écosystème avec une seule discipline scientifique. Donc, l'écologie seule n'est pas suffit pour comprendre l'écosystème, c'est-à-dire que les êtres vivants avec leur relation avec l'environnement. Donc, il faut beaucoup de sciences pour voir et comprendre ce fonctionnement. Donc, nous allons étudier les individus, les êtres vivants et leur mode d'organisation. Donc là, vous voyez, il y a trois termes auxquels vous êtes habitués, c'est l'individu, population, communauté. Donc, on va faire la différence entre ces thèmes. Donc, ce sont des thèmes utilisés en écologie et probablement en géographie également et dans d'autres sciences. Donc, maintenant, ça, c'est d'abord, il faut comprendre l'ordre. Donc, c'est une hiérarchie. Donc, on part d'un individu, donc un ensemble d'individus constitue une population et des populations peuvent constituer une communauté. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et un individu est un organisme appartenant à une espèce donnée. Par exemple, moi, je suis un individu et une plante quelconque, c'est un individu. Par exemple, un seul manguier, c'est un individu. Maintenant, la population correspond à plusieurs individus de la même espèce présents dans une zone donnée à une période donnée. OK? C'est des individus de la même espèce, mais présents dans une zone donnée à une période donnée. Par exemple, si on prend tous les manguiers d'une région déterminée, donc il y a deux critères importants. C'est d'abord la même espèce, donc les manguiers, et ensuite même espace géographique. Et si maintenant on prend la communauté, donc on dit communauté ou biocénose, donc la communauté, elle, correspond à l'ensemble des populations
de différentes espèces qui vivent ensemble dans un milieu. Donc là, il est facile pour nous voir ça, parce que dans nos zones, donc on voit plusieurs individus appartenant à des espèces différentes, ou bien espèces végétales, ou bien espèces animales. Donc là, il est plus facile pour nous, très facile pour nous identifier en communauté ou en biocénose. Alors, si on prend un exemple, si on prend des arbres, des oiseaux, des insectes, des mammifères, des champignons, des micro-organismes, donc tout ça constitue ce qu'on appelle la communauté ou encore biocénose. Maintenant, il y a lieu aussi de distinguer les zoocénoses, donc l'ensemble des populations animales, et phytocénoses, ensemble des populations végétales. Maintenant, pour résumer, un manguier, c'est un individu. Tous les manguiers d'une zone, c'est une population. Donc, quand on considère maintenant tous les manguiers, oiseaux qui gagnent dans la zone, qui utilisent manguier, et qui mangent mango, qui fait niche, et si on considère les insectes, donc les champignons et autres organismes de zone ça, donc à ce moment, on parle de plusieurs, en fait, de plusieurs populations. À ce moment, on parle de communauté. OK, maintenant, on va parler des grandes divisions de l'écologie. Donc, et d'abord, on s'intéresse à l'auto-écologie. Donc, elle s'intéresse principalement à une espèce et ses relations avec le milieu. Donc, auto-écologie, OK, c'est l'individu. OK, donc maintenant, question qu'on pourrait poser, dans quelles conditions cette espèce peut-elle vivre? OK, dans quelles conditions cette espèce peut-elle vivre? Donc, elle étudie, l'auto-écologie étudie donc les préférences et les limites de tolérance. Par exemple, quelle plage de température convient à une espèce de poisson? Auquel pH du sol convient à une plante? OK? Et puis, il y a l'écologie des populations. Il y a l'écologie des populations et qui étudie les populations et leurs variations. Donc, on examine, par exemple, la taille de la population, la natalité, la mortalité, l'immigration, l'émigration et les variations d'abondance. Donc, on cherche et à comprendre pourquoi une population augmente ou pourquoi une population diminue. Donc, ça, c'est l'écologie. Et il y a également la synécologie. La synécologie, donc, qui étudie les communautés, c'est-à-dire les relations entre plusieurs espèces et leur environnement. Maintenant, une façon simple de retenir ce qu'on vient de dire, c'est auto-écologie espèce, dynamique des populations ou écologie des populations, c'est population, synécologie, donc ça concerne la communauté. Voilà, donc on s'arrête ici. Donc, dans une prochaine vidéo, donc on a terminé avec l'écologie et après, nous poursuivons avec les mécanismes d'évolution.